même une vision, une conception, une approche bien centrée sur la vision du don du Christ, une approche chrétienne où le don ultime, c'est le don de soi-même, c'est le sacrifice. Il me semble que nous sommes encore dans nos entrailles traversés par cette idée-là que donner, c'est se donner. Et c'est se sacrifier. Et ça a été déjà dit tout à l'heure, on se rend compte que la question du don est plus complexe, entraîne un certain nombre de conséquences bien différentes et qu'on est fondamentalement dans cette triple obligation qui a été redite tout à l'heure par Isabelle, de donner, de savoir recevoir et de pouvoir rendre. Le don, et c'est peut-être ce qui va être dans le début de cette table ronde abordée à travers la petite vidéo qui a été faite avec Alain Caillé, interrogé par Diane. Nous allons le voir pendant quelques minutes. Le don est une obligation paradoxale, une obligation à un acte libre. Et c'est une première réflexion importante. Et la deuxième réflexion aussi, c'est qu'il y a quelque chose de violent dans le don. Ça a déjà été un peu souligné par Mathieu tout à l'heure. Un don qui ne peut pas être rendu place celui qui le reçoit sous la domination de celui qui l'a donné. Et nous savons combien parfois, dans nos entraides, le don, la générosité, l'engagement peuvent être des instruments d'asservissement, une relation de pouvoir insidieux qui maintient dans une place figée et dominée. Alors, il me semble que c'est intéressant pour nos entraides de réfléchir sur cette question. Et pour cela, nous avons la chance d'avoir 3 intervenantes et 3 participantes à cette table ronde qui vont nous aider peut-être, et je pense, à avancer dans cette réflexion. Alors, Pauline Scherer, qui est sociologue et qui travaille en particulier sur la question de la sécurité sociale alimentaire. Delphine Latour. Diane. Je trouve que Delphine, ça lui allait bien, non? Bon, Diane Latour, donc, qui est cofondatrice des petites cantines, et puis Isabelle Grelier, qui est théologienne, qui nous apportera un peu aussi sa réflexion théologique sur cette question. Alors je vais tout de suite donner la parole à Diane, que vous avez vue sur l'écran, pour nous dire peut-être un peu la suite et puis tout ce que tu as partagé et reçu dans cet échange avec Alain Caillé, et puis également présenter un petit peu les petites cantines et te présenter toi-même. Merci beaucoup. Ça me fait super plaisir d'être avec vous cet après-midi. J'ai été accueillie par des sourires chaleureux. Donc voilà, je suis très heureuse d'être là, surtout sur ce thème. Un petit mot pour vous dire d'où je parle. Peut-être je vais vous parler d'un triple point de vue. À la fois mon point de vue personnel. Moi, je suis une maman de 4 enfants qui m'élève à temps plein. Quand j'ai monté avec Étienne Touvenot ce projet des petites cantines, c'était dans une dynamique de résilience, puisque c'était après le décès de mon conjoint dans un accident de voiture. Et ma démarche n'était pas du tout altruiste, elle était très très intéressée. Il s'agissait de me faire du bien, de rebondir et d'aller directement vers quelque chose qui allait être bon pour moi et pour mes enfants. Voilà, donc c'était très intéressé. Je parle aussi de ma casquette du coup de coprésidente des petites cantines qui a monté un conseil académique à partir pour nous aider à comprendre en fait les sous-jacents socio-économiques qui sont derrière ce qu'on fait dans nos restaurants. Donc il y a le savoir-faire, le savoir d'universitaires comme Alain Caillé, mais aussi comme de philosophes de la confiance,
ou bien de la transition écologique et sociale, ou bien de l'urbain, voilà. Ça nous irrigue aussi. Puis je parle aussi avec un autre point de vue qui est celui de l'écoute de nos convives. Les convives qui ont différentes générations, différents parcours de vie et qui détiennent un savoir-faire assez incroyable. Voilà, ce sont vraiment des pépites qui sortent de leur bouche. Donc j'en suis ici la dépositaire. Alors les petites cantines, qu'est-ce que c'est ? Et bien, les petites cantines, ce sont des restaurants. Et déjà, je trouve que ce mot, il est très beau et très fort. Restaurer. Des restaurants dont la mission est de proposer à un maximum de personnes de vivre une expérience de rencontre et de confiance, un repas à la fois. On a démarré il y a 10 ans. C'était le 13 novembre 2015, très exactement. Quelques semaines auparavant, avec Étienne, on avait mis des tréteaux à la sortie du métro à côté de chez moi. Et on a dit, on voudrait monter un restaurant dans le quartier, d'après vous, à quoi ça ressemblerait ? Donc déjà, vous avez vu, ça a déconstruit le mythe de l'idée géniale, puisqu'on ne l'avait même pas. On avait l'envie, le désir, mais on n'avait pas l'idée géniale, quoi. Et, par contre, on avait confiance qu'on pouvait faire quelque chose si on le faisait collectivement. Et ce jour-là, on a rencontré plusieurs habitants, dont Pierre-Olivier Dolino, qui nous a dit mais c'est très intéressant votre histoire. Moi, je m'occupe d'un foyer protestant à La Duchère, le quartier juste à côté, et donc je pourrais vous accueillir pour quelques tests dans ma salle à manger. Et c'est comme ça que toute cette histoire a commencé. Pour la petite anecdote, c'était le 13 novembre 2015, donc à midi, il y avait notre première petite cantine éphémère, et le soir, il y avait les attentats du Bataclan. Le concept des petites cantines, il a vu le jour donc, grâce à cette énergie de quartier. Et à quoi ressemblait ce restaurant dont on rêvait ? Eh bien, chaque activité au sein du restaurant est tournée vers la rencontre et l'expérience de confiance. Donc confiance en soi. Je ne pensais pas que je pouvais cuisiner pour 50 personnes, moi qui n'ai jamais cuisiné de ma vie. Et c'est la première fois que en fait, je suis applaudie. J'ai vu des gens pleurer, c'était la première fois qu'ils étaient applaudis. En fait. Il y a des expériences de confiance en ce que je mange, donc dans le produit que je n'ai jamais vu, plutôt mourir que manger ce truc, et en fait, c'est délicieux. Ah, et tiens, il n'y a pas de protéines animales dedans. Ah, tiens, enfin voilà, qu'est-ce que je découvre en fait. Il y a la confiance dans l'autre, puisque c'est un endroit où on va rencontrer des gens qu'on n'aurait pas forcément rencontrés dans nos parcours de vie. Et ça a beau être une petite vieille avec un collier de perles, ou un mec en costard, ou un punk à chien, ou un gros je sais pas quoi, j'utilise les mots que j'entends dans la bouche des convives, eh bien ce sont quand même des rencontres qui sont nourrissantes les uns pour les autres. J'utilise volontiers ces termes parce que une chercheuse nous avait fait observer que la plupart du temps quand une rencontre ne se passait pas bien dans nos restaurants, c'est qu'en sous-jacent il y avait la peur, et notamment la peur d'être dominé. Et comment on pouvait identifier cette peur dans les mots de nos convives ? Eh bien, c'était à chaque fois qu'ils utilisaient une métonymie, c'est-à-dire qu'ils utilisaient une partie de la personne pour désigner le tout. Donc c'est ça, le mec en costard, la vieille avec son collier de perles, etc. Qui, en fait, à la mesure du rétrécissement de langage, c'est le cœur qui se rétrécit. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, nous, notre mission, ça va être de rétablir le sentiment de sécurité. Le sentiment de sécurité va précéder le besoin de relation. Je ne peux pas répondre à mon besoin de relation si je n'ai pas au préalable répondu à mon besoin de sécurité. Nous, on va jouer les tiers de confiance en fait là-dessus. Les petites cantines, qui fait la cuisine ? Eh ben, on ne sait pas. C'est-à-dire le matin, on dit il y a jusqu'à 10 places en cuisine et vient qui veut. Et donc les gens peuvent s'inscrire par le site internet, par téléphone ou simplement en passant devant la cantine. On a à peu près aujourd'hui 8000 personnes en cuisine, donc, chaque année. C'est marrant parce qu'au début on disait mais votre truc ça va jamais marcher parce qu'il y aura personne pour venir cuisiner en fait. Et en fait c'est plutôt les gens qui nous demandent mais combien ça coûte de venir cuisiner ? Parce que c'est une expérience de lien social, de transmission de savoir-faire, culinaires, domestiques, qui sont aujourd'hui perdus, en fait, se valoriser. Ensuite, à table, donc on ne sait pas à côté de qui on va être assis.
On ne sait pas non plus exactement ce qu'on va avoir dans l'assiette, puisque même si on essaye à peu près de prévoir les recettes, et ben en fait donner la même recette à des convives très différents, suivant qu'ils sont français, coréens ou autres, il y aura plus ou moins d'épices, enfin c'est pas du tout le même velouté de butternut, et encore moins le même couscous. Donc c'est quand même toujours un petit peu la surprise, et nous on aime bien dire, les menus c'est comme la vie, c'est pas toujours ce qui était prévu. Et puis ensuite, le modèle économique, il est fondé sur le prix libre. Ça veut dire que tout le monde donne quelque chose, c'est obligatoire de donner quelque chose, qu'on soit venu cuisiner avant ou pas, qu'on fasse la vaisselle après ou pas. Tout le monde donne quelque chose, mais chacun donne ce qu'il veut. Voilà. Et donc voilà, c'est un vrai pari. Et à ma grande surprise, ça marche. Ça marche, c'est-à-dire qu'on a ouvert le premier restaurant officiellement à Lyon en septembre 2016. Et là, aujourd'hui, il y a 15 restaurants ouverts à Lyon, donc il y en a 5 à Lyon, et puis dans différentes villes de France. Le dernier, c'était mardi, à Bordeaux. On a ouvert les petites cantines Bordeaux, et le prochain, ce sera à Aix-en-Provence, au mois de novembre. Puis il y aura à Mulhouse, il y aura dans les monts du Forêt, il y aura différentes ouvertures prévues. Il y en a une dizaine qui sont dans les cartons, et on accompagne aussi des projets qui ne sont pas forcément dans le réseau des petites cantines, mais qui sont intéressés par la posture, par l'esprit, par la boîte à outils, et qu'on va accompagner sur les problématiques qui les intéressent. Donc voilà ce que c'est les petites cantines aujourd'hui. On est à peu près 35 salariés, donc à peu près 8000 personnes par an en cuisine, qui sont des gens qui s'inscrivent quand ils veulent, il n'y a aucune obligation d'engagement. Et puis il y a des maîtres de maison d'un jour, maîtres et maîtresses de maison d'un jour sont des bénévoles, donc des gens qui vont se former à la culture de l'accueil et de l'hospitalité, et qui vont apprendre à superviser un service, souvent en binôme, en trinôme. Et puis on a des administrateurs, puisque chaque restaurant c'est une association autonome, donc avec une douzaine d'administrateurs, administratrices. On a pas mal de femmes qui vont aussi se former à la posture employeur, parce qu'on n'est pas employeur aux petites cantines comme on est employeur dans une organisation traditionnelle. Et en fait, on n'accompagne pas de la même manière un salarié cadre quand il est dans un contexte de lien social, alors que la société est à contre-courant, et un salarié cadre dans une entreprise quand il fait des réunions et des trucs derrière un ordinateur. En fait, c'est pas du tout les mêmes zones du cerveau qui sont sollicitées. C'est pas du tout le même job, c'est pas du tout la même manière de recruter, etc. C'est pas les mêmes besoins. Voilà. Donc voilà, on a comme ça 300 administrateurs bénévoles à peu près. Donc c'est quand même une petite équipe support d'une douzaine de personnes. Donc c'est quand même un gros collectif qui essaime sur le mode de communauté apprenante, c'est-à-dire ceux qui ont déjà monté une petite cantine vont compagnonner avec les nouveaux. Voilà, et on va comme ça interdévelopper nos talents. Est-ce que je peux prendre la parole juste pour... j'aimerais entendre les réactions de Pauline et d'Isabelle sur cette expérience. Qu'est-ce que ça vient bouleverser? Qu'est-ce que ça vient toucher? Qu'est-ce que ça vient interroger, d'après vous? Par rapport aux petites cantines? Oui. Je pense que ce qui est très bien décrit, c'est cette capacité qu'on peut avoir et que j'imagine vous vivez aussi dans vos organisations, à créer des espaces favorables à certaines choses. Donc on voit dans ce que tu décris que les choses sont beaucoup réfléchies, beaucoup pensées. Alors j'imagine bien que c'est à force d'expérience et que c'est pas des choses préalables qui ont été théorisées en amont. Mais c'est ça qui me marque, c'est qu'en fait il y a vraiment cette attention à créer des espaces où ces relations de confiance, comme tu les as très bien décrites, peuvent se nouer. Et du coup, il y a une attention, je vois, qui est portée vraiment à toutes les parties du projet, que ce soit effectivement la fonction d'employeur, cette culture de l'accueil et de l'hospitalité. C'est pas des choses qu'on entend si fréquemment dans les projets associatifs. Moi, je fais le lien parce que après, je vais vous raconter l'histoire donc, de la Caisse alimentaire commune de Montpellier, et qui est associée aussi à des maisons d'alimentation solidaire, qui, à mon avis, sont très proches de ce qui est développé dans les petites cantines, et où je retrouve bien tous ces enjeux un peu de prise de risque dans la relation,
et en même temps dans un cadre le plus sécurisant possible. Et je pense que par rapport à la thématique de la journée, par rapport à l'introduction là, sur la question de comment on donne, comment on reçoit, comment on rend, etc., je pense qu'il n'y a que dans ce type un peu, enfin, pas que, non. Mais en tout cas, je pense que ce type d'espace, ça favorise justement ces dynamiques de don contre don, donner, recevoir. Et donc voilà, je trouve ça super intéressant. Merci. Isabelle, je ne sais pas si... Oui, moi j'avais aussi envie de souligner ce mot confiance qui est au cœur de votre intervention, Diane, et qui est tellement importante, un mot tellement important, avec cette façon dont la confiance fait boule de neige d'une certaine façon, hein, dont oser faire confiance, et ça permet aux gens d'apprendre à se faire confiance et à faire confiance, et c'est tellement pertinent dans un monde de méfiance. Il faudrait effectivement développer des lieux comme ça. Faire confiance et se faire confiance, hein, toujours les deux à la fois. Diane, est-ce que tu peux continuer peut-être en nous disant, par rapport à cette rencontre avec Alain Caillé, est-ce qu'il y a des éléments qui te sont apparus importants de pouvoir partager avec nous aujourd'hui? Oui. Pourquoi est-ce que je suis tombée sur Alain Caillé? En fait, c'est en essayant de comprendre comment ça se fait que ça marche, le modèle des petites cantines. Parce qu'au début, on m'avait dit non mais ça marche parce que c'est Josette qui a du charisme, c'est Paolo qui met de l'huile de coude, ça repose sur la bonne volonté et voilà l'élan, l'énergie vitale, la personnalité de certaines personnes, mais en fait c'est difficilement reproductible. Or, moi ce que j'ai observé, non, c'est pas juste des questions de personnes. Bien sûr, la touche humaine, elle compte énormément, mais il y a quelque chose de l'ordre de modèle structurel qui doit nous interpeller. Et du coup, j'entendais en introduction parler de la parabole du bon samaritain. Et nous, dans la parabole du bon samaritain, on est l'hôtelier, en fait. Donc, celui qui prend la bourse et qui va gérer le truc. Et j'ai bien aimé un livre écrit par une philosophe qui s'appelle Marie Grand, qui s'appelle Géographie de l'amour, qui va se concentrer sur ce tableau de Rembrandt, qui s'appelle Le Bon Samaritain, et dans lequel en fait on voit le Bon Samaritain de dos, un petit personnage, voilà, plutôt un peu dans l'ombre, et en grand de face on voit l'hôtelier, et on voit la ruche qu'il y a autour de lui. On voit une personne à la fenêtre, quelqu'un qui va chercher de l'eau, un enfant qui aide, quelqu'un qui descend blessé du cheval, etc. Et comment en fait notre société est organisée pour penser l'accueil, l'hospitalité et le fait de nous nourrir sur ce qui compte vraiment. Moi je me suis intéressée à ça, j'étais journaliste dans la presse économique avant en fait. Et du coup je me suis dit mais comment ça se fait que le prix libre ça marche? J'ai un bug dans le cerveau en fait, il faut m'expliquer parce que c'est totalement irrationnel cette affaire. Et pourtant, aujourd'hui, en 2025, les petites cantines vont gagner 1 million d'euros de chiffre d'affaires grâce à cette stratégie tarifaire. Donc il y a quand même bien des sous-jacents socio-économiques à observer. Se pourrait-il que le récit économique dans lequel nous baignons ne soit pas totalement en adéquation avec la réalité de ce qui crée de la valeur dans nos organisations? Pour l'interrogation. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que je suis retournée en cantine, parce que le réseau grandissant, je me suis retrouvée à changer de rôle, à faire toute la structuration, de la gouvernance, etc. Puis après la crise sanitaire, mes salariés m'ont interpellé et m'ont dit « Retourne en cantine, Yann. Remets-toi dans les chaussures d'un responsable de cantine. » Alors j'ai dit « Ok, je vais le faire pendant 1 mois. » Mais non, c'est pas en 1 mois que tu vas comprendre. J'ai dit « Ok, je vais le faire pendant 3 mois. » Non, 3 mois ça va pas te suffire parce qu'il faut que tu vives aussi l'usure du truc en fait. Ok, je vais le faire pendant 1 an. Allez, pendant 1 an dans les chaussures d'un responsable de cantine. Et là j'ai dressé l'oreille. Et sur le prix libre, je me suis aperçue que ce qui avait un super capital sympathie à l'extérieur dans le discours, ouais, c'est trop bien, c'est un restaurant à prix libre, en fait, en interne, était vécu de manière très inconfortable. C'est-à-dire, du côté des convives, il y en avait, ils avaient honte de ne pas pouvoir donner assez. Ils avaient, du coup, pour eux, c'était un frein au fait de venir, parce qu'ils étaient en fait en situation complexante, en situation d'humiliation par rapport à ce qui était une sorte de référentiel ambiant. Parce que nous, on affichait combien ça nous coûtait à nous le repas. Donc
on mettait notre structure de coût. Donc on disait les aliments ça coûte tant, si on rajoute telle et telle charge ça coûte tant. En fait on faisait des sortes d'ancrage cognitif quoi. On a essayé plein de trucs, hein, mais en grosso modo c'est le truc sur lequel on s'était arrêté. Et donc eux déjà, sur une partie de la population, c'était un frein à la fréquentation. Pour d'autres, ils passaient devant le restaurant en disant « c'est à prix libre, c'est pas pour moi, c'est pour les pauvres ». Ah bon? L'expérience de rencontre et de la confiance, c'est pour les pauvres? Mais ils sont où les isolements dans notre société? Ah bon? Être riche, ça isole pas? Attends, j'ai un truc qui bug là. Donc, et c'était tellement difficile d'expliquer aux journalistes que c'était pas parce que c'était un restaurant à prix libre, que c'était uniquement sur la précarité économique, c'est juste une externalité négative. C'est une externalité positive, plutôt voilà, on accueille tout le monde, et il se trouve qu'on peut aussi accueillir des gens qui ont des difficultés économiques, mais c'est pas toujours les plus importantes. Et puis pour des gens qui sont aussi... en fait, il y a d'autres gens qui passent devant la cantine et disent « Ah, ce resto, il n'est pas pour moi, parce que quand je regarde par la vitre, j'ai l'impression qu'il n'y a que des bobos à l'intérieur. » Ou bien que c'est trop social. Ou bien que tout le monde se connaît. Mais les gens ne se connaissaient pas 10 minutes avant, en fait. Là, ils cuisinent tous ensemble, ça a l'air d'être une famille, mais les gens ne se connaissaient pas, en fait. C'est juste que quand on pousse la porte d'un lieu, on est conditionné pour adopter le comportement qu'on s'attend à... je pousse la porte d'un supermarché, je vais adopter un certain comportement. Je rentre chez moi, je vais adopter un certain comportement. Je pousse la porte de cette petite cantine, je vais adopter un autre comportement. C'est du conditionnement. Les gens ne sont pas plus gentils, plus méchants qu'ailleurs. Hein, en fait, ça n'a rien de moral. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait une expérience de malaise du côté des convives, souvent, que c'était souvent un frein, et du côté ce qu'on appelle chez nous le maître-caisse aussi, en fait. Parce qu'il y en a... ils disaient, c'est prix libre, tu donnes ce que tu veux. Mais si tout le monde donnait comme toi, on coulerait la cantine. Enfin, tu donnes ce que tu veux, mais le plus possible. Ou non, mais... Tu sais, tu peux donner 50 centimes, 10 centimes, c'est bon, mais pourquoi tu lui dis ça? Attends, mais on a besoin de beaucoup plus, en fait. Et donc, en fait, on se retrouvait avec le rapport à l'argent des gens, qui est une des choses les plus complexes que je connaisse, le rapport à l'argent, qui colorait tellement l'expérience en caisse autour des croyances que, en fait, mais qui te dit que cette petite dame avec son collier de perles ne vit pas en dessous du seuil de pauvreté, que c'est pas son unique bijou de famille, en fait? Mais qui te dit que ce mec avec ce super smartphone ne vit pas à la rue, en fait? Mais qui te dit que ce gars qui a l'air complètement clochardisé dans ses vêtements, etc., n'a pas, en fait, un appartement superbe? Et qui te dit que telle personne qui aujourd'hui te donne 2 euros ne te donnera pas 20 euros dans 3 semaines, en fait? Qui te dit qu'il ne reviendra pas dans 2 heures pour compléter ce qu'il a déjà donné? Tout ça, c'est que des scènes vécues, en fait. Donc, sur le prix libre, gardons un prix libre vraiment libre. Donc, motus et bouche cousue autour de la caisse. Je vais essayer de balayer très rapidement, ou pas? Ouais. Parfois, les convives me disaient « Oui, mais c'est bien parce que chacun peut évaluer ce qui est juste pour lui de donner. » Juste? En quoi est-ce juste que n'importe qui puisse donner 1 ou 2 euros pour entrée, plat, dessert, café à volonté, le tout en approvisionnement engagé, durable, bio, tout ce que tu veux, avec des gens qui ont cuisiné toute la matinée, et que n'importe qui dans la salle puisse donner 1 ou 2 euros sans qu'il ne se passe rien? En quoi est-ce juste? Donc, on va mettre ça de côté. Oui, mais ça place les gens face à leurs responsabilités sociétales. Ah bon? Tu veux leur faire vivre une expérience de rencontre et de confiance, et ils ont 2 secondes pour se placer face à leurs responsabilités sociétales autour de la caisse, et il y a un maître-caisse qui les regarde. Donc, là, je me suis dit, en fait, il faut qu'on sorte de cette espèce d'imaginaire qui ne convient pas à la réalité de l'expérience du prix libre. Il me semble que ce qui se passe, c'est plutôt de l'ordre du don. Du don, c'est-à-dire ce repas, on vous l'offre, on est heureux de vous l'offrir, on vous l'offre quoi qu'il arrive de manière inconditionnelle, et vous donnez ce que vous voulez. Et ce sera parfait. Et là, on a commencé à s'intéresser au paradigme du don, et on est allé aussi s'intéresser aux neuroéconomistes, qui nous ont dit « Ah, mais c'est très intéressant votre histoire, parce que est-ce que vous savez que les circuits neuronaux qui sont dédiés au calcul, à la rationalité, calcul de risque, et en fait à la question « Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je perds ?»
ne sont absolument pas les mêmes que ceux qui sont dédiés au gouvernement, aux prises de décision pro-sociales, au comportement pro-social. Donc à partir du moment où vous placez les gens en injonction de prendre une décision qui interfère entre les deux circuits neuronaux, de toute façon, le cœur va palpiter un petit peu plus et ils vont être en situation de stress. Donc votre expérience de rencontre et de confiance, c'est mort en fait à ce moment-là. Donc il vaut bien mieux que vous repensiez votre expérience en caisse, que vos agents de la caisse soient des agents en fait dédiés à la relation. De la même manière qu'il y a des gens à l'accueil, il faut qu'il y ait des gens à la sortie pour débriefer avec la personne quelle est votre expérience de qu'est-ce que j'ai donné et qu'est-ce que j'ai reçu, pour les sortir de l'expérience de la question qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds. Donc qu'est-ce que j'ai donné, qu'est-ce que j'ai reçu. Et à côté, maintenant, avec les moyens de paiement modernes, etc., qu'on a, que vous puissiez enlever peut-être cette émotion psychosociale qui est la honte, le regard de l'autre, etc., et que le paiement puisse se faire, certes en conscience, mais en anonymat. Mais la relation, elle est bien là, mais elle est placée sur un autre champ. Il y a plein d'autres trucs à explorer autour du modèle économique, mais moi autour de la compréhension fine du prix libre, j'en suis arrivée à une conclusion. C'est totalement irrationnel de ne pas déployer beaucoup plus largement cette stratégie tarifaire qui est fondée bien plus subtilement sur l'économie, qui est en fait profondément fiduciaire et repose sur des mécanismes de confiance, que l'économie de marché actuelle, qui pour moi est une alternative temporaire, qu'on pourrait appeler, je vais réutiliser les termes du biologiste Olivier Hamon, l'économie cynique et suicidaire, et que quand on fait du prix libre, en fait on a la stratégie tarifaire la plus inclusive possible, si on la comprend bien et si on réunit les bonnes conditions autour, en fait ça fonctionne très bien, et on pourrait tout à fait hybrider très largement notre économie de marché et accélérer la transition grâce à ça. Moi, je ne sais pas s'il y a d'autres choses à rajouter. Non, merci beaucoup, et je trouve que c'est extrêmement intéressant, tout ce cheminement et toute cette expérience, parce que sans arrêt, vous êtes dans l'interrogation des limites de ce que vous mettez en place. Je trouve que ça, c'est... Et en fait, on se rend compte que chaque fois, dans ce qui construit à la fois la relation, la confiance, mais aussi l'échange et le don et le contre-don, il y a toujours des situations qui pervertissent, et que c'est extrêmement important de toujours aller plus loin, et je trouve que c'est vraiment une expérience tout à fait intéressante. Merci Delphine, on pourra peut-être y revenir. J'y arrive pas, mais je pense que c'est vos parents qui se sont trompés. Alors, Pauline, cette fois-ci c'est le bon prénom. Je te donne la parole, voilà, peut-être pour te présenter, puis nous parler de ta réflexion et puis de ce projet que vous mettez en place. Bon, bonjour à toutes et tous, merci de m'accueillir également. Donc moi je suis Pauline Scherer, je suis sociologue intervenante. Ça veut dire que je pratique la recherche-action, qui est une forme de recherche très appliquée et qui vise du coup à la fois à produire des connaissances comme n'importe quelle recherche, mais aussi à produire des pratiques et à agir finalement sur les changements sociaux, quels qu'ils soient. Et donc je me retrouve bien aussi dans tout ce qui est raconté là, de travailler un petit peu comme ça, par expérimentation, chemin faisant, étape après étape. Et donc je suis impliquée depuis 4 ans dans une expérience que je vais vous raconter aujourd'hui, qui s'appelle la Caisse alimentaire commune, et qui se développe donc à Montpellier. Je vis à Montpellier également. Et la porte d'entrée de cette expérience de caisse alimentaire commune, vous allez trouver beaucoup de similitudes avec ce qui vient d'être très bien dit avant. C'est un questionnement, on va dire, autour de ce qu'on pourrait appeler la démocratie alimentaire. C'est-à-dire qu'on part un peu du constat que l'alimentation aujourd'hui n'est pas vraiment un sujet démocratique, ni vraiment un sujet sur lequel les citoyens et les citoyennes peuvent avoir quelque chose à dire ou des décisions à prendre. On est plutôt dans un système, voilà, dans lequel on évolue en tant que consommateur, qui est plutôt gouverné par les grands groupes économiques de l'industrie alimentaire et de la grande distribution. On fait à peu près 70 à 80% de nos courses au supermarché en moyenne. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a décidé collectivement? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a choisi? Eh bien, pas tout à fait. Et en parallèle de ça, il y a d'autres enjeux à mettre en regard. Il y a malheureusement la forte montée de la précarité alimentaire en France, avec un pourcentage de population toujours plus important qui ne peut pas se nourrir de manière quantitative, mais surtout de plus en plus de manière qualitative, c'est-à-dire dans le respect de la santé et de la dignité. Et puis après, les impacts environnementaux, on va dire, de nos systèmes alimentaires, mais je ne vais pas trop développer là-dessus aujourd'hui, ce n'est pas trop notre sujet principal. Donc toutes ces réflexions, elles ont amené aussi à regarder l'organisation de l'aide alimentaire, telle qu'elle se fait aujourd'hui. Elle a été pensée pour l'urgence au départ,
Et puis elle est devenue beaucoup plus structurelle. Aujourd'hui, on a un nombre de recourants importants à l'aide alimentaire, avec tout un système derrière, qui pose un certain nombre de questions. Je ne rentre pas trop dans le détail du contexte, parce que je n'ai pas le temps, on pourra en reparler. J'ai un atelier cet après-midi thématique, donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à venir. Mais je vais plutôt me concentrer sur l'expérience qui a été développée. Comment on peut faire de l'alimentation un sujet de démocratie? Comment on peut donner accès à des habitants et des habitantes à une réflexion, à une prise de décision sur leur alimentation? Et donc, on s'est inspiré d'une idée politique qui a émergé il y a quelques années maintenant, qui est celle d'une sécurité sociale de l'alimentation. Peut-être en avez-vous entendu parler. Il y a un certain nombre d'organisations aujourd'hui qui pensent qu'on devrait rajouter une branche, entre guillemets, à la Sécu, et en tout cas protéger l'accès de tous et toutes à une alimentation de qualité et choisie. Donc c'est pour l'instant à l'état d'idée, mais en gros c'est la carte vitale de l'alimentation, vous connaissez la carte vitale de santé, on ne se pose pas la question de savoir si on est riche ou pauvre quand on va chez le médecin et quand on sort notre carte. C'est un droit qui a été conquis de haute lutte d'ailleurs, et en fait les 80 ans de la Sécu cette semaine. Et donc l'idée c'est un peu de se dire, est-ce que l'alimentation ne serait pas devenue aussi un risque, au même titre que la santé, pour toutes les raisons que j'ai essayé de vous énoncer juste avant. Donc ce projet de sécu de l'alimentation, il est basé sur 3 grands principes. L'universalité, c'est pour tout le monde. Un financement par cotisation obligatoire, aïe aïe aïe, c'est là que ça commence à grincer. Et un conventionnement démocratique. Ça veut dire qu'on ne pourrait pas, avec cette carte vitale de l'alimentation, aller acheter n'importe quel produit dans n'importe quel lieu. On irait acheter dans des lieux conventionnés ou des produits conventionnés. Et c'est tout la réflexion, et c'est pour ça que nous on expérimente. Comment on fait de la démocratie alimentaire? En gros, comment on pourrait collectivement choisir l'alimentation qui nous convient. Voilà. Donc c'est un peu là-dessus qu'on s'est arrêté. Et donc en 2022, on a démarré cette expérience. Donc elle est portée au départ par un collectif d'associations et de chercheurs, très vite rejoint par un collectif d'habitants, puisque ça a été un gros enjeu d'impliquer dès le début de l'idée un certain nombre d'habitants de Montpellier, dont des personnes en situation de précarité. Et donc, on s'est beaucoup appuyé sur le réseau associatif local, en termes d'associations de solidarité notamment, mais pas que, associations de quartier, différents collectifs, etc. Et donc, comment ça fonctionne concrètement? C'est un budget, une caisse avec des sous dedans, un budget alimentaire qui est partagé. Donc, il y a un principe, chacun cotise selon ses moyens. Et je répète, et je vais un peu dans ce que tu disais, chacun cotise librement selon ses moyens. Ça veut dire que j'auto-détermine ma cotisation. J'estime pouvoir mettre 1 euro, 50 euros, 60, 100, 150 euros dans la caisse. Et tout le monde reçoit l'équivalent de 100 euros en monnaie alimentaire, c'est-à-dire une monnaie qui vous permet d'aller uniquement dans des lieux choisis, pas dans n'importe quel supermarché. Donc déjà là, on retrouve un peu cette idée de tout le monde est contributeur. Que je mette 1 euro, 50, 100 ou 150, je suis contributeur, je participe à la caisse. Ensuite, on reçoit donc ces fameux 100 mona, 100 monnaies alimentaires, et on va faire des courses tout simplement dans actuellement une cinquantaine de points de vente qui peuvent être des magasins, des épiceries, des producteurs présents sur des marchés en direct, etc. Bon, il se trouve qu'en l'occurrence, les lieux qui ont été choisis sont plutôt des lieux qu'on pourrait appeler d'alimentation durable, avec des produits locaux, pas mal de bio, etc., mais pas que. Et en fait, ce qui est intéressant dans l'expérience, c'est que tous ces choix, ils sont faits par ce fameux comité citoyen, par ce fameux comité d'habitants. C'est une 60aine de personnes qui s'engagent, qui viennent une fois par mois sur des séances de travail, où à la fois on va apprendre des choses ensemble, donc comme on dit, croiser les savoirs, avant tout les savoirs d'expérience des gens, on sait tous quelque chose sur ces questions-là, et en même temps on va inviter un médecin, un agriculteur, une infirmière, un spécialiste de la Sécu, voilà, c'est ce qu'on appelle l'éducation populaire, on est vraiment dans quelque chose qui existe déjà. Et avec ça, on va essayer de faire des choix finalement sur qu'est-ce qu'on considère être une bonne alimentation pour nous, sans se le faire dicter par quelqu'un d'autre. Et ça, je pense que c'est vachement important dans les temps qu'on connaît, notamment autour de la transition écologique. On n'est pas dans l'éducation à l'alimentation ou dans la sensibilisation à l'écologie. On est plutôt sur, ok, j'ai accès à de l'information, j'ai accès à du débat, et à partir de là, on va faire des choix collectifs. Ce qui est au cœur pour essayer de faire le parallèle avec la question du don, ce qui est au cœur de cette histoire, c'est la participation. Et nous, on s'est beaucoup basé sur les travaux d'une philosophe qui s'appelle Joëlle Zask,
et qui a développé toute une théorie autour de la participation, qui dit participer, c'est à la fois prendre part, contribuer et bénéficier. Et donc là, on retombe un peu sur nos pattes depuis tout à l'heure. Et c'est finalement que dans cette triple dimension qu'on va pouvoir réellement faire l'expérience de la participation. Ça veut dire qu'on peut prendre part à quelque chose, donc créer des relations avec d'autres. Contribuer, ça veut dire qu'on donne une part de nous-mêmes, on met un peu de nous dans l'entreprise collective et on en reçoit également une part. Ce qui va nous permettre derrière de continuer de participer. Et c'est vrai que cette question de la participation, quand on s'intéresse un peu à la démocratie, à la solidarité démocratique, et bien forcément elle devient assez fondamentale et assez importante. Donc c'est un peu voilà, l'apport que je voulais l'histoire que je voulais vous raconter. Donc on voit aussi des limites dans notre système, on est toujours en train d'essayer de l'améliorer. Et pour faire le parallèle aussi avec les petites cantines, on a pu voir à un moment donné que des personnes qui mettaient par exemple 1 euro ou 10 euros par mois dans la caisse et qui dépensaient l'équivalent de 100 euros pouvaient se sentir justement en dette. Et du coup pouvaient avoir honte quelque part finalement d'utiliser un peu la caisse de cette manière-là. Et donc on s'est rendu compte que c'est des personnes qui n'avaient pas du tout eu accès à l'information sur comment ça fonctionne, sur le fait que c'est des habitants qui décident, sur le fait que dans la caisse, il n'y a pas que des personnes en situation de précarité, il y a vraiment des gens de différents profils, on va dire, socio-économiques. Et donc, cette attention qu'on doit avoir à comment on crée un peu ce commun, comment on le travaille, comment on fait en sorte que les personnes puissent se sentir suffisamment appartenir comme ça à ce groupe divers. Et l'autre chose que je voulais ajouter aussi sur ces enjeux de participation, c'est que donc il y a une participation économique, comme je l'ai dit tout à l'heure, et après il y a une participation, voilà, on va dire en temps, en implication, en investissement. Et ce qu'on a pu observer nous du point de vue de la recherche, c'est aussi comment ça génère, on parle souvent du pouvoir d'agir des personnes. Donc comment ça génère justement cette confiance, cette estime, cette capacité à, voilà, à se faire un avis, à partager un avis, à pas être d'accord aussi. L'alimentation à la fois ça crée du commun, mais c'est pas non plus toujours, on n'est pas toujours tous d'accord. C'est aussi, comme on dit en sociologie, un outil de distinction sociale. Hein. Je mange en fonction du groupe auquel j'appartiens, donc bio égale bobo, etc. Les pauvres mangent mal, enfin vous voyez un peu toutes les représentations qui peuvent circuler. Mais effectivement, c'est des choses qu'on peut retrouver dans les discussions autour de l'alimentation. Et je pense qu'on touche là, encore une fois, à quelque chose de l'ordre de comment faire vivre des espaces démocratiques. Et bien c'est aussi des espaces de confrontation, où on va causer avec des gens qui ne sont pas comme nous, qui n'ont pas les mêmes attentes, les mêmes conditions de vie, qui n'ont pas le même rapport à l'alimentation. Et je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment aussi besoin de ça, parce qu'on est dans une société qui se clive de plus en plus par petits groupes. Et donc, c'est vrai que la caisse alimentaire commune, c'est modestement, parce que ça reste... Alors, il y a quand même 400 foyers qui participent, mais ça reste une expérimentation locale. Mais elle donne quand même un peu à voir comment on pourrait réorganiser des choses collectives, créer des espaces, comme je disais tout à l'heure, pour que ces confrontations aient lieu, pour que cette participation soit possible. Et derrière, je crois que ce qui nous guide, c'est un peu l'idée d'émancipation, cette idée qu'on va être capable de s'autodéterminer, de faire des choses ensemble, de faire évoluer un peu la société par nos actions collectives. Et voilà, je pense que j'ai déjà un peu passé mon temps. Non, pas du tout. Je trouve que c'est très intéressant et très en complément de ce qui nous a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est insérer cette dimension politique, effectivement, de structuration du commun dans des rapports qui soient basés sur des rapports démocratiques et de participation, et qu'on sent bien que cette expérience et ce que disait tout à l'heure Diane, je l'ai bien dit, ce que disait Diane, voilà, de cette nécessité de faire tomber tout ce qui va à l'encontre, par exemple, du prix libre, se structure et se construit dans ces espaces de commun, dans cette construction du commun, qui ensuite va permettre effectivement de vivre ces échanges comme de vrais dons, et non pas comme des dus, des dettes ou un prix payé. Je pense que c'est vraiment toute cette dynamique-là derrière qui est fondamentale. Oui, puis je rejoignais cette idée d'anonymat du prix libre aussi. Enfin, je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important. Enfin, effectivement, si on vous dit c'est libre, mais qu'en fait, il y a quelqu'un qui est en train de regarder ce que vous mettez dans la caisse, c'est plus tout à fait libre. Et ça, je pense que c'est des choses, voilà, par l'expérience, comme ça a été dit, qu'on acquiert petit à petit. Mais oui, je pense que cette dimension politique, aujourd'hui, elle est essentielle. Et là encore, on doit travailler sur nos représentations. Souvent, on nous dit oui, mais bon, du coup,
votre truc, ça demande vachement d'implication. Est-ce que les gens qui sont en précarité, ils n'ont pas d'autres préoccupations que de devenir un comité citoyen? Oui ou non, c'est-à-dire qu'en fait cette question-là, elle traverse toutes les classes sociales. Et oui, il y a des gens qui sont en situation de précarité et qui ont tout à fait envie de participer. Et encore faut-il effectivement mettre des conditions, mais ça je pense que vous connaissez, une garde d'enfants, voilà, les transports, enfin, il y a des conditions à la participation qui doivent être proposées. Mais oui, bien sûr qu'il y a des gens qui ont envie de s'investir et de s'impliquer pour l'intérêt général dans des projets communs. Ça n'empêche pas qu'ils ont effectivement souvent des vies plus compliquées que ceux qui ont plus d'argent. Mais je pense que oui, cette dimension politique, elle est vraiment essentielle dans cette histoire. Et aussi, ce que je voudrais mettre en avant, c'est que derrière, il y a un projet qui est celui de la sécurité sociale de l'alimentation, qui peut paraître un peu utopique aujourd'hui. La Sécu n'est pas forcément en très bonne forme. Donc ça peut paraître un peu dingo de se dire oui, on veut rajouter une branche à la Sécu, etc. Et en même temps, la Sécu qu'on connaît, c'est pas faite en un jour. Elle a été forgée par des années d'expérimentation, en fait, avec les caisses d'entraide mutuelles, avec le monde ouvrier, etc. Donc elle est issue de tout un mouvement social d'auto-organisation. Et donc pourquoi pas recommencer, pourquoi pas se dire qu'à travers nos actions collectives, et c'est intéressant de noter que ce projet il a initié énormément de groupes locaux, peut-être il y en a sur vos territoires, autour de cette idée de sécu de l'alimentation. Il y a beaucoup de gens qui se mobilisent depuis 2-3 ans. Ça a vraiment fait un peu tilt. Enfin, il y a eu quelque chose qui s'est produit, qui nous invite quand même à penser qu'on a tout intérêt à continuer de regarder de ce côté-là et soutenir ces mobilisations et continuer de faire de la recherche autour. Parce que ce qu'il y a derrière, c'est la conquête d'un droit. Et ça, je pense que par rapport à nos questions de solidarité, de participation, de lien social, etc., et je trouvais que c'était vraiment important de partir de la relation, parce que c'est ça qui fonde tout le reste, c'est créer ces espaces où la relation est possible, mais derrière, c'est acquérir un droit. Et ça donne effectivement une portée politique extrêmement forte à ce qu'on fait. Souvent, les gens disent « Ah ben je suis content là de participer à un truc, je me bats pour quelque chose de positif. Pour une fois, je me bats pas contre quelque chose. Je me bats pour gagner un truc en plus, et c'est pas que pour moi, c'est pour l'ensemble de la population. » Donc, comme souvent on dit, c'est un horizon mobilisateur. Ça fait envie, ça fait bouger de se dire que peut-être un jour on aura une carte vitale de l'alimentation qui en plus est censée avoir un effet sur les systèmes alimentaires pour aller vers plus de durabilité, etc. Parce que j'ai pas tout raconté sur le projet, mais il y a toute une dimension d'action sur l'offre en fait, alimentaire et tous les circuits qui produisent notre alimentation. L'idée, bien sûr, c'est de soutenir plutôt des choses. Et peut-être encore un autre élément, on nous disait souvent au départ « Ah, mais si vous demandez aux gens ce qu'ils veulent manger, ils vont tous vouloir des frites et du coca. » Pas vrai. Eh ben non. Voilà, pas vrai. Et, ouais. Je voudrais juste rajouter une seule chose. Le frein à l'heure actuelle, entre guillemets, à cette solidarité alimentaire, c'est le manque d'information. Je suis déléguée du Conseil national des personnes accueillies et accompagnées. Je travaille tous les jours sur le terrain avec justement des gens qui vont au secours 4 pour les petits déjeuners, à droite pour le déjeuner, à droite, etc. Je participe, je fais la cuisine, au resto du cœur, etc. Les gens ne savent pas ce qu'il y a derrière ça. Ouais. Effectivement, c'est peu connu, c'est encore modeste, il faut le dire. C'est des petites expériences un peu partout, mais nombreuses. Donc, voilà, on peut dire les gens ont des idées, les gens ont des désirs, les gens ont des idées. Et il faut moi j'y vais au secours 4 et tout ça pour leur parler, dire tiens, vous êtes pas au courant, il se passe ça, ça, ça et ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous voulez? Et tant qu'on n'a pas tout ça multiplié, c'est sûr. On n'avance pas trop bien. On est d'accord. Donc il faut en parler, effectivement, de plus en plus. Et c'est un peu ce qui se fait quand même, globalement. Et voilà. Oui, c'est très bien. Je pense qu'il y a quand même un saut important entre l'expérience que vous menez, entre ces petites cantines, et arriver effectivement à la sécurité sociale alimentaire, parce qu'on n'est plus là, on est dans une prise en charge de solidarité et plus vraiment dans le don, dans l'échange, dans le partage. Donc je crois qu'il y a... Oui, je trouve que ça n'enlève rien, bien sûr, aux expériences qui sont mises en place là, mais c'est vrai que là, on est dans un saut important, je pense, de sortir effectivement du fait que on reste encore dans une redistribution, on pallie un manque et on essaye de vivre ces échanges de dons, de contre-dons, d'échanges
et de solidarité le plus dignement et de façon le plus démocratique et partagée possible. Et là, on est dans une autre vision qui en fait, on est simplement dans la revendication d'un droit auquel tout un chacun doit avoir accès. Et c'est ça qui me semble important et intéressant, même si on sait qu'elle ne sera pas mise en place demain. Comme je dis, ça nous mobilise autour peut-être aussi d'un autre imaginaire, d'autres principes. Et peut-être ça peut, et moi j'observe que c'est ce qui se passe déjà, ça inspire aussi, je pense, ceux qui pratiquent la solidarité, qui s'organisent, etc., pour essayer peut-être de tendre vers certains de ces principes, sans forcément avoir effectivement le truc final qui serait peut-être idéal, mais en tout cas ça permet quand même de se questionner aussi sur ce qui se fait déjà. Il y a plein... C'est vrai que l'alimentation, c'est un domaine où il s'est passé énormément de choses ces dernières années. Il y a eu beaucoup d'associations, beaucoup de nouvelles formes qui sont apparues, d'organisations. C'est assez stimulant. Et en plus, c'est un super sujet pour faire de la démocratie. Parce que les gens, ils s'intéressent quand même pas mal à ça. Alors, Isabelle. En France. Oui, j'ai juste envie de rebondir sur ce que tu viens de dire aussi, toi, Philippe. Parce qu'effectivement, ce saut n'est pas neutre. C'est-à-dire que là, vous êtes aussi dans une dynamique qui crée vraiment du collectif. Tandis que si on passe à une sécurité sociale alimentaire, on n'est plus dans cette dynamique relationnelle. On est dans quelque chose qui vous tombe d'en haut. Et ça risque, il y a aussi des effets pervers à ça. Alors, en même temps, j'entends votre souhait, votre désir, et je trouve qu'il y a quelque chose de très très riche, mais il me semble qu'il faut qu'on soit attentif, peut-être aussi, à ce que ce saut que Philippe nomme représente aussi un peu comme perte, peut-être. Beaucoup de gains, mais peut-être une perte. Je comprends tout à fait pourquoi vous dites ça, et ça fait partie des questions qui se posent. C'est-à-dire comment on passe d'expérimentations locales qui mettent au centre l'action collective à un système qui serait institutionnalisé, de carte vitale, etc. Mais en fait, j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'on aurait potentiellement cette carte vitale de l'alimentation que d'un coup, on n'aurait plus besoin de tous les espaces de solidarité et de relation. En fait, c'est complémentaire. C'est pour ça que, par exemple, en parallèle de la caisse, on travaille aussi sur des maisons d'alimentation, par exemple, qui sont des lieux de vie, tout simplement, dans les quartiers. C'est-à-dire que rien ne remplacera le travail des petites cantines, le travail d'organisation collective, des associations de solidarité, etc. On a besoin de la solidarité, quoi qu'il arrive. Mais si, à côté de ça, on peut arrêter de distribuer des invendus de supermarchés et autres produits qui nous arrivent de l'industrie alimentaire, et qu'on peut se concentrer, justement, sur ces relations, se cuisiner ensemble, se rencontrer entre gens différents, etc., c'est encore mieux. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Diane, est-ce que tu veux... Excusez-moi, Oui. Moi ce qui me paraît intéressant aussi dans votre discussion, c'est que de passer de l'un à l'autre, c'est la co-construction. S'il n'y a pas la co-construction, on tombe dans un système politique, etc. L'enjeu, il est bien de co-construire avec tous, avec l'ensemble de ceux qui sont concernés. Oui, tout à fait. Je crois qu'on a bien vu en fait, oui, la dynamique Mais là où je vous rejoins sur le questionnement, c'est comment on passe d'un système très autogéré localement à quelque chose de plus universel en gardant cette dynamique démocratique. Et là, pour le coup, je dois admettre qu'on n'a pas la réponse encore. Et que c'est bien pour ça qu'on fait de la recherche et de l'expérimentation, etc. Mais je pense que c'est très important ce que vous dites, et vu que je sens que vous êtes très motivés pour réfléchir à tout ça, on réfléchit vraiment à, quelque part, ce serait quoi le service public de demain aussi ? Ce serait quoi un service public, c'est-à-dire au sens pour tous et toutes, mais qui inclut cette dimension démocratique, qui permet aux citoyens, aux habitants de participer aux décisions, d'élaborer les règles. Et en fait, c'est là-dessus, là hier j'étais sur un autre truc à Paris qui parlait de ça, en gros c'est quoi l'action publique de demain ? Alors, j'ai conscience que ça peut paraître un peu décalé par rapport à ce qu'on vit politiquement, hein. Je ne suis pas naïve, voilà, je tiens à le dire, mais je pense que c'est quand même important de travailler sur tout ça pour être force de proposition aussi. Et donc ça va un peu dans le sens de ce que vous dites, c'est-à-dire comment on crée des choses qui sont vraiment à vocation d'intérêt général universel, mais en gardant cet esprit de co-construction, de démocratie, de participation. Et on n'a pas encore trouvé, mais il faut savoir qu'il y a des chercheurs qui bossent là-dessus, notamment autour de la notion de commun, et qui s'interrogent justement sur des formes d'organisation différentes. Voilà. Je pense que c'est un vrai défi, la construction du collectif et du commun. Diane. Je trouve que le mérite de ce genre d'expérimentation qui veut passer de l'utopie à l'évidence, c'est de transformer nos référentiels
nos référentiels d'évaluation. Parce que quand tu dis, Pauline, que en fait, du coup, on est en train d'identifier, de définir des communs, etc., bah, ça veut dire qu'on va changer notre référentiel de valeur, de création de valeur, et du coup, notre regard. Et quand on change les regards, on change les comportements. Et moi, je fais un parallèle avec les travaux d'Alain Caillé, parce que lui, il insiste beaucoup sur la question de la reconnaissance. Il dit, en fait, on donne et on veut être reconnu pour ce qu'on donne. Donc, quelque part, le nerf de la guerre, c'est qui sont les reconnaisseurs de dons. Et ça, je crois que c'est une question très puissante. C'est-à-dire, dans notre société aujourd'hui, dans laquelle il y a une économie de marché, un État-providence et de la philanthropie, pour simplifier. Donc, la philanthropie, ceux qui ont de l'argent décident de vers quoi ils le flèchent. Et en fait, nous avons le pouvoir de leur reconnaître la valeur de donateur. Je ne sais pas si vous percevez la force, le pouvoir qu'il y a derrière, en fait. C'est-à-dire, je reconnais que quand tu fais de la philanthropie, tu es en train de donner quelque chose. C'est un pouvoir qui nous appartient. Nous pouvons très bien considérer que ce qu'ils font, ce n'est pas du don, en fait. Je ne sais pas si vous voyez la nuance, en fait. C'est un investissement, c'est une manière de rendre, c'est plein de trucs, en fait. C'est parce qu'il n'y a pas d'entreprise s'il n'y a pas, à la base, une infrastructure sociale, des ressources naturelles, enfin, tous ces trucs-là. Et ce que tu disais, que la relation est première, et que c'est elle qui va créer de la valeur, et qu'ensuite la création de richesse économique en est une conséquence, et jamais la cause, en fait. C'est super important. Et je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe aujourd'hui à Madagascar, au Népal, partout, là. Cette Gen Z, génération Z, avec son drapeau de One Piece, là. Je ne sais pas si vous avez suivi. One Piece, c'est un manga numéro 1 dans l'industrie marchande. Et qui, en fait, ce drapeau symbolise la lutte contre la corruption des élites, la lutte pour la justice sociale, etc. C'est devenu un signe de ralliement international pour cette génération. C'est-à-dire un signe de ralliement, ça veut dire qu'il n'y a même pas besoin d'avoir un argumentaire derrière. Les gens voient le drapeau et disent « c'est bon, c'est là, je suis ça », en fait. Quand ils font ça, quelque part, ils arrêtent de reconnaître, de dire les élites sont ceux qui vont reconnaître ce qu'il y a de la valeur. Vous voyez ça? C'est-à-dire ils sont dans une bataille des imaginaires, une bataille culturelle qui renverse l'ordre établi, en fait. Et nous avons le pouvoir de le faire sans violence. De dire voilà ce qui, d'après nous, a de la valeur, et voilà ce qui relève d'un don, et voilà ce qui n'en est pas. Et moi j'aime bien, je suis touchée par ce que vous avez dit sur la question de la confiance, parce que dans le milieu économique dans lequel j'ai évolué en tant que journaliste, ce qui avait de la valeur, c'est ce qui crée de la croissance. Une organisation qui va bien, c'est une organisation en croissance, une organisation performante, performante, c'est-à-dire qui optimise, qui atteint son objectif avec le moins de moyens possible. Une organisation qui atteint son objectif avec le moins de moyens possible, c'est bien. Mais est-ce que ce qui est performant, c'est pas ce qui est bien fait? Et ça, c'est tout le discours que construit Olivier Hamon, le biologiste dont je parlais dessus, sur la robustesse. Et du coup, il me semble qu'en détrônant cette supravaleur de la croissance, mais ça peut être aussi dans une organisation médico-sociale, toujours grossir, toujours avoir des nouveaux projets, pour avoir des nouveaux financements, etc. Et la remplacer par une autre valeur cardinale, qui est la confiance. Parce que la confiance, c'est la condition de la coopération. Et que si on ne coopère pas, on n'arrivera pas à vivre cette transition de modèle qu'on a besoin de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire la transitio, ça vient du latin, transitio, passage. L'humanité a un passage étroit à emprunter
On ne sait pas si on va y arriver. On ne l'a jamais fait, donc on ne sait pas si on va y arriver. Mais on sait qu'on n'y arrivera pas sans le grand partage. Il n'y aura pas de passage sans le grand partage. Ça, c'est l'économiste Éloi Laurent, qui est chercheur à l'OFCE, qui le matraque. Il faut partager les ressources, partager l'énergie, partager la création de valeur, partager nos plus-values de cession quand on sait d'une entreprise, voilà, partager nos richesses. Et je pense, Diane, qu'il faut laisser un peu la parole à Yves. C'est très intéressant et très juste, mais je m'excuse, je suis obligé de jouer la cloche. Et puis la transition est toute faite parce que je peux laisser la parole à Isabelle sur la question de la reconnaissance, puisqu'elle a écrit un bouquin dessus. Donc c'est parfait. Excuse-moi. Merci, pardon. Mais je dirais que ça sera plutôt sur le mot partage qu'on se retrouvera. Mais en même temps, j'ai aimé aussi cette question qui sont les reconnaisseurs du don. Et peut-être que ici, déjà, et c'est important, je pense qu'on peut aussi être des reconnaisseurs des uns pour les autres. Une rencontre comme ça, c'est aussi une rencontre où peut se manifester quelque chose comme une reconnaissance. Alors, ceci pour peut-être aussi éviter de trop attendre de reconnaissance de la part de ceux à qui nous donnons, vous donnez dans les entraides. Et j'avais envie de commencer avec cette formule que l'on prête à Saint Vincent de Paul, cette prière que l'on prête à Saint Vincent de Paul, que les pauvres nous pardonnent le pain que nous leur donnons. Une formule qui me paraît très, très juste et très forte, parce qu'effectivement, elle marque bien cette ambivalence du don dont on a déjà beaucoup parlé, cette capacité du don à créer de la relation dans ce qu'il y a de meilleur, et nous savons bien que nous ne serions rien s'il ne nous avait pas été donné 1000 choses aux uns et aux autres, et d'abord très bêtement la vie, bien évidemment, avec les soins et l'affection dont on a pu être entouré, dont on est entouré, avec le langage que nous avons en partage qui nous permet de parler, d'être dans la convivialité, et puis, mais aussi que nous ne serons rien si nous n'étions pas en relation les uns avec les autres. Donc, bien loin, on a beaucoup dit de cette idée de l'homme économique qui ne serait mu que par son intérêt, cette affirmation fondamentale que nous sommes avant tout des êtres de relation, et que le don vient permettre ce genre, vient permettre des relations de façon qu'il est essentiel pour créer, faire vivre ces relations et pour contester un peu la valeur argent. D'ailleurs, on pourrait dire le PNB, cette mesure épouvantable ne fait que croître quand on fait la guerre et qu'on détruit, parce qu'alors on produit des armes et on détruit des maisons qu'il va falloir reconstruire. Enfin bon, voilà, il y a des indices qui sont absolument des aberrations. Mais on l'a dit beaucoup, le don appelle la réciprocité, avec cette valse à 3 temps de Mauss. Si on me donne, j'ai l'obligation d'accepter, sinon c'est rompre la relation, mais il y a une obligation d'accepter, sauf à vouloir rompre la relation. Et puis, le don me met en dette. Et si je ne peux pas rendre, alors je reste enfermé dans cette dette. Et bien sûr, mon image de moi-même, le sentiment de ma propre dignité en prennent bien évidemment un sacré coup. Et vous le savez, dans les entraides, vous donnez souvent à des personnes en difficulté qui, sans doute, pourraient rendent 1000 choses, mais qui s'imaginent incapables souvent de rendre. Et là, il faut prendre en compte aussi cette distance. Il y avait déjà de l'inégalité dans la relation, et voilà que le don va venir finalement augmenter cette inégalité. Petite anecdote que je tire d'un bouquin de Fred Pochet et de Véronique Margron. C'est une dame qui disait à Jean Genet, l'auteur de cette pièce de théâtre qui s'appelle Les Bonnes, qui met en scène cette relation invraisemblable entre Madame et les Bonnes.
Mais bon, c'est autre chose là. Cette dame dit « Ma bonne doit être heureuse, je lui donne mes robes. » Et je n'ai de répliquer « Très bien, mais vous donne-t-elle les siennes ?» Et je crois qu'effectivement, cette relation-là montre bien, enfin, voilà, c'est une question impertinente, mais qui montre bien à quel point l'inégalité elle est inscrite dans la relation même, et ce cadeau ne fait en fait que renforcer cette inégalité. Et j'aime bien que vous vous appeliez entraide pour bien indiquer votre souhait de relation réciproque. J'ai peur que quelquefois ce mot ne soit un tout petit peu usurpé, parce que, bien sûr, je pense que les uns et les autres impliqués dans les entraides, vous en recevez beaucoup, mais peut-être que les personnes à qui vous donnez n'en ont pas forcément conscience. Alors, je suis là comme théologienne, et je voudrais dire un mot en m'appuyant sur la tradition chrétienne, qui valorise tellement l'acte de donner généreusement. Est-ce qu'elle peut nous aider à sortir de ces difficultés du don? On peut a priori en douter, parce que ce mot charité, que Matthieu a eu raison tout à l'heure de valoriser, ce mot charité a été utilisé de façon tellement catastrophique dans un certain nombre de situations qu'on a du mal à l'entendre. Pensons à la dame patronnesse de Jacques Brel, un point à l'endroit, un point à l'envers, mais que les pauvres soient bien obéissants, bien gentils, et surtout qu'ils ne fréquentent pas les socialistes. Et on sait qu'au Moyen-Âge, l'aumône devenait une façon de gagner son salut. Est-ce qu'alors le pauvre n'était pas finalement, pour les riches, simplement l'instrument lui permettant d'acquérir son salut? Et pourtant, je crois qu'il y a vraiment dans la tradition biblique des richesses qui peuvent aider à créer des relations plus justes entre donateurs et donataires, même en situation d'inégalité. Alors, je souligne d'abord que les textes bibliques développent souvent une logique de réciprocité. Bien sûr, ce commandement, qui a été aussi cité tout à l'heure, central dans nos textes, aimez-vous les uns les autres, et rappelons simplement que l'amour n'est pas de l'ordre du sentiment, il est de l'ordre de ce qu'on ne maîtrise guère, il est de l'ordre de l'action, de l'engagement en faveur des autres. On pourrait parler aussi de la collecte que Paul initie en faveur des chrétiens de Jérusalem, visant à rétablir une certaine égalité. Notez que cette aide matérielle est inscrite aussi dans l'idée qu'on va recevoir, il y a réciprocité. Elle prend d'ailleurs valeur de communion spirituelle. Cette visée de réciprocité, j'y reviendrai, est tout à fait fondamentale. Mais d'autres textes invitent à donner généreusement sans sembler se soucier de réciprocité. Et même d'ailleurs, on devrait quelquefois choisir d'inviter des personnes qui ne pourraient pas vous inviter en retour, comme une façon effectivement, non pas de refuser la réciprocité de ces personnes, je pense, mais plutôt comme une façon de rompre ce qu'il y a aussi d'intéressé dans ce don. En fait, si la Bible invite à donner généreusement, c'est que le don ne sera en fait qu'une façon de rendre ce qui a déjà été reçu, non moins généreusement, de la part de Dieu et de la part des autres. Dans les textes bibliques, c'est en fait Dieu qui est l'initiateur de cette valse du don. Et c'est important de penser que quand nous donnons, nous ne sommes pas la source du don. C'est une façon d'appeler à faire remonter le don bien au-delà de soi. On ne fait que s'inscrire finalement dans cette grande chaîne de solidarité dont on voudrait à laquelle on voudrait que notre société soit un petit peu plus sensible. On est donc bien loin de l'image du self-made man que la société occidentale voudrait développer. Paul demande aux Corinthiens qui ont un peu tendance à se gonfler d'orgueil, « Qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu ?» Et
ce qui m'a beaucoup frappé en lisant des textes de l'Église primitive, c'est le fait que le don était associé au repas fraternel, la communion, les agapes qui entouraient ce qu'on appelle dans le protestantisme la Sainte Seine, et qu'elle était vécue, en tout cas les textes le disent comme ça, après la réalité est toujours à distance, mais les textes soulignent que ce sont des frères et non pas des pauvres et des riches, et qui se reconnaissent comme étant tous pauvres devant Dieu. Alors les personnes peuvent à ce moment-là se découvrir semblables les unes aux autres et ne plus se regarder, les riches peuvent ne plus regarder de haut les pauvres. Et puis un autre élément que l'on peut trouver dans les textes bibliques et qui aide aussi, me semble-t-il, à changer un peu le regard, c'est que c'est l'affirmation centrale que tout appartient à Dieu, finalement. La terre nous est confiée pour que nous la gardions, elle ne nous est pas donnée en propriété. Alors certes, il y a des textes qui disent les choses un petit peu différemment, hein, mais, parce qu'on a toujours 1000 traditions différentes dans les textes bibliques. Mais ça me paraît très riche aussi pour subvertir l'idée même du don, dire, parce que si rien ne nous appartient, ce à quoi nous sommes invités, c'est simplement à partager dans les faits ce qui, dans le principe, appartient à tous et mis généreusement à la disposition de tous. C'est donc, ces textes peuvent induire quelque chose comme un changement de regard du donateur. Alors, ça sera sans doute pas suffisant pour éviter le sentiment d'humiliation que peuvent ressentir des personnes qui ont besoin d'aide. Et donc, il s'agit bien sûr que ce changement de regard se traduise dans des pratiques avec cette conviction que je cite là André Dumas, un éthicien du XXe siècle qui, je trouve, a su dire les choses de façon pertinente. Le pire pour un homme, dit-il, n'est sans doute pas de vivre dans le manque, mais d'être jugé et de se juger lui-même incapable de rien apporter. Ne pas attendre du pauvre et vouloir constamment l'aider, c'est rajouter au pouvoir annihilant de sa pauvreté. C'est le reléguer dans cette frange d'humanité qui excite le mépris des méchants et qui suscite la pitié des bons. Et Dumas continue, la pitié, la seconde, donc la pitié, étant peut-être plus destructrice que la première. Voilà, donc inventer des pratiques qui fassent place à une vraie réciprocité, qui permettent une vraie reconnaissance de l'autre, reconnaissance à son égard pour ce qu'il est, pour ce qu'il apporte, souvent sans le savoir, et lui permettre de se reconnaître lui-même. Donc je dirais, apprendre à donner, ce serait en fait d'abord et avant tout apprendre à recevoir simplement et à manifester que l'on reçoit simplement aussi de cette relation dans laquelle on s'imaginait donner. Merci.